Monsieur Louis Jaspers, je voudrais encore vous poser des questions sur l'histoire du Rwanda, dont vous avez été un acteur, parce que je vais rappeler à nos auditeurs que vous avez été au Rwanda de 1952 à 1960, et que donc c'est une période cruciale, une période charnière qui a vu beaucoup de changements dans la vie politique rwandaise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des tenants et des aboutissants de la révolution populaire de 1959? Parce qu'aujourd'hui, il y a une théorie ou un courant qui veut que cette révolution soit l'œuvre plutôt des colonisateurs, alors que communément c'est connu que ce sont le menu peuple Hutu qui se révoltait contre les injustices sociales dont il faisait l'objet. Est-ce que vous pouvez éclairer nos auditeurs sur ce sujet? Bien volontiers. Effectivement, je suis arrivé au Rwanda comme administrateur territorial assistant en avril, le 1er avril 1952, exactement, en territoire de Kibungu. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, comme un des premiers dimanches, c'est d'assister au sacre de Monseigneur Biguru Mwami, un enfant donc du pays. C'était le premier évêque prince de l'Église noire, disons donc des territoires, ce qu'on appelait l'Afrique belge, c'est-à-dire du Congo et du Rwanda-Burundi. Le tout premier évêque donc africain de nos territoires était Monseigneur Biguru Mwami, donc un Rwandais originaire de la mission de Zaza. Je souligne ça parce que c'est important, 1952. À ce moment-là, nous avons constaté que l'Église donc du Rwanda, l'Église catholique, avait un prince de l'Église, c'est-à-dire nous avons un chef de l'Église catholique, la tête de l'Église catholique, qui était donc maintenant, pour la première fois dans l'histoire, le supérieur des Blancs, des missionnaires blancs. Et ça a donné évidemment aux hommes politiques déjà du pays, c'était essentiellement des Tutsis, aussi l'idée, mais si l'Église peut accepter que le chef soit donc un blanc, un noir, ben, pourquoi est-ce que l'administration ne le ferait pas non plus? Il faut donc, voilà, donc en quelque sorte un changement était intervenu à ce moment-là dans les mentalités. Mais pour expliquer ce qui s'est passé en 1959, la révolution Hutu, comme nous l'avons appelée, il faut remonter un peu plus dans l'histoire. Et je voudrais très rapidement brosser un peu l'historique du Rwanda. Le Rwanda et le Burundi, d'ailleurs, étaient des territoires qui appartenaient à la Deutsche Ostafrika, c'est-à-dire la colonie allemande de l'Est de l'Afrique. En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, la colonie Deutsche Ostafrika a attaqué le Congo belge, qui était donc une colonie belge. Et donc les Belges se sont défendus, ils ont fait un accord avec les Anglais pour combattre donc les Allemands, comme on les combattait en Europe. Et les Belges, très rapidement, ils ont progressé d'abord au Rwanda, ils ont pris Kigali, je pense c'est en septembre 1916, ensuite le Burundi, et de là, ils sont passés donc en Tanganyika, d'abord Kigoma sur le lac, et puis de là, la grande victoire, c'était en septembre 1916, je pense, c'est la victoire de Tabera, où les Belges ont devancé en quelque sorte les Britanniques pour combattre les Allemands, pour les battre. C'était une grande victoire. Ensuite, de là, on est allé à Mahenge au sud, et de là, donc, le général en chef allemand, von Lettow-Vorbeck, a donc perdu contre les Belges et il a dû se retirer au Mozambique à ce moment-là, et de là, il est revenu. Mais enfin, c'était une grande victoire, et donc, la guerre finie. La Société des Nations qui venait d'être créée et qui voulait donc réunir les pays et prévenir de nouvelles guerres dans le monde, a donc décidé, pour remercier la Belgique, de lui accorder l'administration d'une partie de la Deutsche Ostafrika, c'est-à-dire les royaumes du Rwanda et du Burundi. Mais avec ces missions spéciales, c'est de mener ces pays vers
la démocratie et l'indépendance. C'était bien la mission qui était confiée à la Belgique. Donc la Belgique a trouvé une situation féodale. Le Mohamed Musinga, donc de l'époque, était tout puissant, comme la caste Tutsi. Et la Belgique a fait avec, et je pense que nous avons fort bien travaillé avec les autorités locales, le Mohamed, les chefs et les sous-chefs. Mais l'accord était que nous devions amener le pays vers la démocratie et plus tard vers l'indépendance. Mais la première exigence était la démocratie. Or, dans un État, dans un pays qui était vraiment féodal pratiquement dans son organisation, c'était extrêmement compliqué. D'autant plus qu'il faut dire que nous trouvions des cadres indigènes, le roi d'abord, le Mohamed, les chefs, etc., des gens extrêmement expérimentés. Évidemment, ils dirigeaient le pays depuis des siècles et ils étaient très compétents. Ils représentaient 13 à 15% de la population. La grande masse, c'était les Hutus, qui étaient des Bantous, qui donc représentaient à peu près 85%, disait-on. Enfin, on disait aussi qu'il y avait 2% de pygmées, de Batois dans les forêts ou ailleurs au Rwanda. Mais voilà, donc il fallait le faire et nous avons introduit l'administration indirecte. L'administration indirecte qui est une notion qui provient de Lord Lugard, qui était un capitaine anglais qui avait commencé d'abord à travailler en Ouganda, surtout avec le Kabaka du Buganda, et qui avait constaté que pour diriger un pays ou l'amener vers plus de progrès, il fallait donc se baser sur ce qui existait, c'est-à-dire les cadres indigènes. Et plus tard, Lugard a appliqué cette pratique au Nigeria, où il a très bien réussi. Et nous avons pratiqué la même politique. La politique au Congo belge, à côté, était un peu différente. C'était là une colonie avec de l'administration directe. Nous avions l'administration indirecte et nous avons respecté les autorités. On a évidemment amené des changements, notamment on a retiré au moins... Est-ce que, M. Jasper, l'administration indirecte, pourquoi est-ce que vous avez opéré ce choix? Est-ce qu'il était plus avantageux pour les colonisateurs, c'est-à-dire la Belgique? Mais on n'aurait pas pu, parce qu'à ce moment-là, nous n'avions que les cadres qui existaient. C'était des cadres compétents, Tutsi, mais c'était la féodalité, ils avaient tout à dire. Et dans le peuple Hutu, nous n'avions pas encore des gens qui étaient préparés à le faire. L'Église a rapidement donc changé le fusil d'épaule, en quelque sorte. Ils ont dit non, il faut maintenant attirer la masse avec nous, c'est-à-dire les Hutus. Donc il faut assurer l'éducation des Hutus et les amener à plus de formation. Nous avons été plus lents et plus prudents. On a extirpé, donc, je dirais, les excès, les injustices tant qu'on pouvait, mais ça ne réussissait pas toujours. Mais c'était effectivement l'administration indirecte. C'était d'ailleurs l'idée de Lugard, il dit dans un pays où bien il faut amener une force formidable pour mettre sous pression la population, ce que nous ne voulions pas faire, ne pouvions pas le faire, ou bien on travaille avec ce qui existe. Donc nous devrions le faire. Mais malgré tout, nous amenions donc des changements rapides dans le pays et progressivement. Mais je veux souligner cela. Donc, on travaillait avec les Tutsis et, il faut le dire, on avançait bien. Tant que les Tutsis savaient qu'on travaillait pour le bien du pays et qu'on les respectait dans leurs responsabilités, ils étaient de notre côté. Mais en 1952, alors, la Belgique a dit, mais il faut quand même, puisque nous devons mener le pays vers le progrès et l'indépendance, il faut changer. Donc, le décret du 14 juillet 1952 a introduit ce changement en disant, on ne peut plus laisser aux autorités, on ne disait pas des autorités Tutsis, aux autorités du pays, c'est-à-dire ils étaient tous Tutsis, donc le monopole de l'administration. Donc il faut introduire des élections, il faut donner au peuple, amener le peuple à pouvoir se prononcer et assister les chefs et les sous-chefs. Donc c'était un changement radical. Seulement, comme nous avions affaire à des gens extrêmement politisés et extrêmement intelligents et
même rusés, on peut le dire. Ils avaient la pratique de la négociation, etc. En fait, ils ont pu tourner ces dispositions en quelque sorte à leur avantage. Et donc, les chefs et les sous-chefs mettaient comme conseillers d'autres Tutsis. Et je me souviens moi-même, j'ai été à une réunion où je disais, à une réunion où il y avait une majorité de Hutus, je dis voilà, on organise maintenant des élections, et vous, Hutus, vous pouvez voter pour un autre Tutsi qui sera conseiller du chef et du sous-chef. Un autre Hutu plutôt. Pardon ? Un autre Hutu, pardon. Et il y a un Hutu qui s'est levé, il a dit, mais Blanc, moi je vais voter pas pour lui, Hutu. Non, il est comme moi, il n'est pas plus malin que moi. Je vote pour le sous-chef parce que c'est lui le chef, donc je dois voter pour lui. Donc pour dire, la mentalité n'était pas prête encore. Donc c'est dire que les Hutus eux-mêmes étaient déjà conscients que le Tutsi était plus supérieur. Oui, ils acceptaient, la masse l'acceptait, et ce qu'il faut souligner, parce que c'est ce qu'on sait peu, la masse en tout cas était pro-Moami. Donc le Moami était le souverain, il pouvait tout faire, le Moami à ce moment-là. Seulement, comme nous avions introduit cette notion et nous avons alors en 56 organisé de nouvelles élections et notamment donc où on a poussé que des Hutus soient aussi dans les conseils, n'est-ce pas? Et nous avons à ce moment-là, par exemple, eu Kayibanda qui a été élu à Gitarama. Comme Hutu, mais il avait déjà commencé à organiser, pas encore un parti politique, mais un mouvement Hutu. Il faut aussi dire qu'en 1955, nous avons eu le premier Hutu universitaire, c'est-à-dire Makuza, qui avait fait l'Ovanium, et donc il est venu et il a été nommé en territoire de Kibuye comme commis en chef. Et donc très vite, il s'est imposé, il faisait... Mais Makuza aussi était très pro-Moami à ce moment-là encore. Et nous avons alors eu quand même cette prise de conscience Kayibanda à Gitarama, Gitera, enfin, Abiariman à Gitera, à Astrida, n'est-ce pas? Ils commençaient à s'organiser en disant nous ne pouvons pas donc le faire. Mais nous travaillons et nous essayons avec le Moami disons, d'arriver à des progrès, de changer les responsabilités. Moi-même, j'ai proposé sur ordre du résident que tous les chefs étaient Tutsis, et j'ai proposé qu'un sous-chef du territoire de Nyanza, Bunyemutwa, soit nommé chef. Et le Moami me l'a reproché en disant non, je ne veux pas de Hutu comme chef. Ceci, ça se passe en 57 aussi. Et alors, bon, moi vivant, il n'y aura pas de Hutu comme chef. Mais je dirais, la prise de conscience se faisait là-bas. Mais presque, je dirais presque, parce que je dois l'admettre, presque contre nous, les Hutus se sont organisés, en tout cas en douce. Nous trouvions que c'était des gens valables et qui devaient progresser, mais nous disions aussi, mais avec le Moami et les chefs et les sous, tout marche bien et ils nous suivent bien. Jusqu'au moment où, alors, donc, et les Hutus, et ça c'est en 57, le manifeste des Hutus, ils ont donc annoncé ça, je pense, au mois d'avril, n'est-ce pas, au mois de mars ou avril 57, et une délégation de Hutus est aussi venu chez moi, administrateur à Nyanza, chez le Moami, donc, une copie du manifeste Hutu. Je me souviens qu'ils sont passés chez moi pour dire voilà notre manifeste. Je veux souligner, je prends sur moi que dans les discussions qu'ils avaient avec le Moami à ce moment-là déjà pour dire oui, mais on doit progresser, le peuple Hutu, le manifeste Hutu était très modéré, il faut le dire, n'est-ce pas? Il n'agressait personne, mais il disait nous voulons avoir des droits comme les autres, et surtout le droit de propriété. Le rougo que nous avons reçu de nos parents et de nos grands-parents, que les terres, les Ubukonde, que nos ancêtres ont mis en valeur, nous ne pouvons plus admettre que le Moami ou le sous-chef peut, au nom du Moami, peut nous les enlever comme c'était le cas. Et donc là, déjà, donc c'était la base de tout. Et
Et ils sont donc allés discuter avec le Moami pour dire, voilà, nous devons avoir plus de démocratie et ces possibilités. Et le Moami, avec une délégation du Conseil supérieur du pays, n'a pas voulu les écouter. Il a dit non, voilà, donc nous ne pouvons pas changer comme ça, il faut rien changer au droit de propriété. Il faut souligner ici, le grand problème du Rwanda, c'était pas le contraste Hutu-Tutsi, c'était le fait qu'il n'y avait pas assez de terres pour nourrir la population. Et les Hutus qui avaient leur famille, etc., ils n'avaient pas de terre. Alors, quand ils cherchaient des terres pour se marier, ils ne pouvaient pas se marier, sauf si le détenteur d'un ibikingi, de pâturage, il y avait d'immenses pâturages, leur accordait un bout de terre pour transformer ça. Mais ils accordaient ça à titre, donc, contre une compensation en travail, en argent, etc. Ils venaient, par le fait même, ils ne devenaient pas propriétaires, ils devenaient locataires du bout de terrain et ils devaient donc payer des sommes. Et ça, c'était intenable à ce moment-là. Et c'est des gens comme Makuza qui avaient fait des études, Kayibanda qui avait été en Belgique, etc., avec, il faut bien le dire, je pense, l'aide de l'Église aussi, ou des mutualités chrétiennes de Belgique pour Kayibanda, ils ont pris conscience qu'il fallait changer. Mais l'idée n'était jamais par la violence, c'est-à-dire par la discussion politique, par les tracts, etc. Et donc, nous n'étions pas directement au courant. Je citerai... Oui, justement. Oui. Comme vous venez de le dire, donc, le problème principal, que c'était l'inégalité par rapport à la propriété foncière. Oui. Mais le manifeste des Bahutus, ce document dont vous parlez, dont on parle souvent, oui. Il n'y avait pas que ça comme revendication. Non, bien sûr. C'est qu'ils voulaient aussi qu'il y ait des autorités Hutus. N'est-ce pas ce que je viens de dire? Le Moami avait refusé qu'il était un chef et il voulait aussi qu'il y avait des juges, par exemple, Hutus. Ils disaient tout ça, il faut une égalité, surtout qu'ils étaient 85% de la population. Là, c'était une revendication politique, mais je dis là-bas, c'était de pouvoir vivre, n'est-ce pas, de la terre. Mais ils disaient, voilà, ce n'est pas normal que nous n'avons pas droit au chapitre et que, donc, une casse et surtout que nous ne pouvons pas avoir justice contre disons, le juge Tutsi, etc., parce que nous perdons. Donc, il y avait donc cette revendication politique aussi qui a bien pris. Et alors, l'Église, et surtout l'Église, je dirais, n'est-ce pas, à Cap-Gaï, puisque Kayibanda travaillait à Cap-Gaï, etc., a dit, mais c'est vrai, donc nous pouvons le faire, donc nous pouvons les aider, les aspirations légitimes. Nous sommes aussi dit, les aspirations sont légitimes, mais il faut le temps. Et je dirais, par exemple, parce que je ne peux pas prendre sur moi de dire, oui, nous avons complètement entretenu et poussé et encouragé nous avons dit, il faut, avec le temps, petit à petit, on commence à corriger, mais pas de révolution. Et je donne comme exemple, comme Kayibanda avait été en Belgique pour sa formation, il est rentré, on a eu les élections, il était élu, et moi, en tant qu'administrateur de Nyanza, je suis allé le trouver chez lui pour dire, écoutez, je dois casser votre élection, parce que, suivant la législation, il fallait 6 mois de résidence au Rwanda pour être candidat, pour être élu. Or, il ne les avait pas, puisqu'il venait d'en Belgique. Mais, donc j'ai dit, voilà, je dois le casser. Je pense que peut-être que le Mohamou ou quelqu'un de haut lieu est venu me dire, écoutez, vous ne pouvez pas accepter ça. Mais ça, je ne le dis pas, mais c'est probable, c'est possible. Mais en tout cas, je lui ai aussi dit, mais maintenant, puisque vous n'êtes plus, il y a un poste vacant, eh bien, moi, en tant qu'administrateur du territoire, dans 1 mois ou dans 2 mois, j'organise une nouvelle élection pour remplir ce poste. À ce moment-là, vous avez vos 6 mois de résidence, vous pouvez vous présenter, vous pouvez être élu, ce qui s'est fait passer. Mais je veux dire, à ce moment-là, nous n'avons pas directement, nous, poussé à fond, en tout cas pas moi, alors que j'étais quand même assez ouvert pour contrer un peu ce qui est la
politique tout de suite plus tard pour dire ce sont les Belges qui ont fait. Non, c'est les gens qui ont eu le courage de dire non, il faut que ça change, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc et alors on a vu que ils se sont organisés. Makuza, etc. Mais peut-être souligner aussi ceux qui avaient un peu plutôt notre compréhension, notre sympathie, c'était le Rader. C'était donc Bonacuiri, Serovumba aussi, Lazaro, etc. Mais c'était des gens, ou des chefs, ou des commis, qui avaient eu un conflit avec le Mwami déjà, ça jouait aussi, c'était de Tutsis de haute noblesse, je dirais, mais qui avaient eu... Et ils s'appuyaient alors sur l'administration. Et nous disions, oui, eux, ils disaient, nous voulons, surtout Bonacuiri, il dit, nous voulons faire un parti avec les Hutus, nous voulons le changement. Et nous disions, c'est ce qu'il faut. Donc, Hutus et Tutsis ensemble, donc les progressistes, donc, et donc... Finalement, plus tard, donc ça n'a pas trop bien marché. D'ailleurs, Makuza, que je connaissais bien, puisqu'il a été mon assistant, celui de Régnier, surtout de M. Régnier, qui est devenu résident adjoint, Makuza nous a dit à un moment donné, j'étais dans le Rader, maintenant je dois passer chez Kayibanda, parce que Kay m'a dit, tu es Hutu comme nous, tu dois passer chez nous. Et il est d'ailleurs, d'ailleurs, le frère du Mwami a été Rader aussi, hein, le propre frère du Mwami qui était chef à Byumba. Mais enfin... je veux une petite question. Pourquoi pensez-vous que cette union du Rader et du Parmi Hutu n'a pas marché? Parce que finalement... quelqu'un comme Makuza, finalement, a dit non, je dois faire un choix. Et il y a le Parmi Hutu, qui est mon parti, qui est mon peuple, je dois passer chez eux. Donc, et il faut le dire aussi que malgré tout, des gens comme Bonacuiri, qui étaient des gens très très bien, mais finalement, quand ils ont vu l'évolution, ils ont dit nous ne suivons pas la Belgique et surtout le colonel Logis dans sa politique contre le Mwami. Parce que donc pour eux, ils étaient Tutsis d'abord, je dirais. Et quand ils ont vu que faire la politique avec l'administration belge, donc qui était favorable à leurs idées en disant c'est ça qu'il faudrait faire, moi je le pensais aussi, et ils ont vu que ça ne marchait pas, eh bien ils ont perdu la partie. Mais là, je reviendrai sur des propositions qui ont fait un peu plus... Bon, voilà, donc il y a eu cette révolution, les Hutus se sont organisés, et les Hutus ont été victimes de pas mal d'agressions, de menaces, etc. Dans cette période, surtout après la mort du Mwami Mutara. Je ne sais pas si après on parlera de la mort de Mutara, mais je veux un peu donc, parce que Mutara a encore pu endiguer en quelque sorte et ces extrémistes Tutsis de Lunar qui étaient là, et c'est ce qui me fait dire parfois, peut-être que c'est Lunar qui a voulu le liquider, si quelqu'un l'a liquidé, ce que prétend d'ailleurs Joseph Kitera. Mais c'est possible, je ne sais pas. Mais donc, après la mort du Mwami, tout ça est allé très vite. Les réactionnaires de Lunar sont parvenus à imposer Kigeri V comme Mwami, et qui était un homme ouvert, qui était très estimé par l'administrateur d'Astrida où il était commis, et il a fait candidature de sous-chef pendant quelque temps, et l'administrateur nous dit il est très bien. Nous pensions aussi qu'il serait très bien, et je dois d'ailleurs dire à un moment donné, à ce moment-là, le résident allait me nommer comme conseiller de Kigeri. Oui, Monsieur Jaspers, il y a un point important sur lequel je dois revenir. Les violences, vous dites que il y a eu des violences qui ont précédé la mort du Mwami. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Quel a été le début, quel a été le déclenchement de ces violences? Ces violences, c'était essentiellement dans le territoire de Gitarama, aux alentours de parce que donc il y avait le Parmi Hutu donc et ce sont surtout des Swahili de Gatcharubwenge, c'était dans le Rukoma, etc., qui ont commencé
a attaqué et menacé d'ailleurs Kayibanda. Nous avons dû mettre une protection chez lui. Des commerçants Hutus, on leur démolissait leur magasin. Tout ça, c'est juste avant la violence donc de novembre 59. Il y avait toute une série. J'ai ici un rapport de l'époque que j'avais demandé à l'administrateur de Gitrama Reinhardt qui dit voilà. Et j'avais eu même un rapport de chef Rukoma Fizi qui après s'est montré comme étant très actif dans l'UNAR, ou en tout cas dans les troupes du Moami pour la répression du mouvement Hutu. Il y avait plusieurs violences, on les menaçait, on les frappait, etc. Et donc, c'est là qu'a eu la révolution Hutu, en quelque sorte, vous le savez sans doute. C'est Mbonye-Mutwa, le même dont je viens de parler et que j'avais proposé éventuellement comme chef, comme chef de province, mais il était sous-chef dans le Disa. C'est le 1er, est-ce que c'est le 1er novembre? C'est ça, 1er novembre 59. Il était allé à la messe de Bjimana et sortant de la messe, il a été attaqué par comme on disait pro-Soma ou par Hutu, par des jeunes Tutsis. Il est parvenu à se défaire, mais le bruit se courait donc dans sa sous-chefferie qu'il avait été tué parce qu'il n'est pas rentré immédiatement. Il a porté plainte. J'ai le document encore de cette plainte qu'il a portée à Gitrama contre ses agresseurs. Et à ce moment-là, donc, dans sa sous-chefferie, on est allé demander, on a dit, mais il ne revient pas, donc, ah oui, mais il a été tué par les Tutsis. Donc, une délégation est allée chez le chef Gashagaza, le chef du Disa, Tutsis, bien sûr, tous, et là, ils ont trouvé qu'il y avait une réunion, le chef avec plusieurs sous-chefs, dont un Koussi, un certain Koussi, qui est d'ailleurs un frère de Bonakwiri, mais qui était très engagé aussi dans le parti déjà de l'UNAR. Et à ce moment-là, la bagarre éclatait parce que Koussi est sorti de chez le chef Gashagaza et il a dit, toi, Gahutu, toi, petit Hutu, tu oses nous demander des justifications? Ben non, Bouyumut, peut-être qu'il est tué, mais c'est pas notre affaire. Mais voilà, il a fait un truc de danse. Alors les Hutus fâchés, ils ont jeté des pierres. Bon, voilà, et ils ont attaqué à ça. Mais ils n'ont pas touché, mais je pense que j'ai déjà raconté ça, ils n'ont pas attaqué le chef, ils n'ont pas touché au Gashagaza. Ils ont frappé Koussi, et il y a un sous-chef retraité qui était là aussi, qui a été tué, Matsiko, parce qu'il y a eu toute une bagarre, et voilà ce qui a lieu là-bas. Mais les Hutus, alors de là, ça s'est répandu très vite, donc la révolution, enfin la révolte des Hutus, et je suis arrivé dans la nuit du 3 au 4 novembre, en pleine nuit et sur place, et je voyais que les maisons brûlaient, etc. Mais le principe était, à ce moment-là encore, que les Hutus, ils chassaient les Tutsis, mais ils ne tuaient pas. Ils disaient partez, etc., mais ils ne tuaient pas. Ce qui s'est arrivé, et ça s'est très vite répandu au territoire de Kigali et surtout vers Ruhengeri. Parce que Ruhengeri, malgré tout, il avait là une conscience, je dirais, de présence de Hutus. Vous savez, il se rappelait encore des anciens roitelets qui avaient été tués, etc. Donc, au début du siècle, il y a encore des bagarres, une révolte contre le Mwami Musinga de l'époque, qui a été d'ailleurs réprimée avec l'aide des Allemands. Mais enfin, ça, c'est l'histoire. Mais enfin, la conscience était quand même là, et donc la révolution s'est déplacée de Disa là-bas. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Mwami, sous la coupe de l'UNAR, le Kigeri, le jeune Mwami, il a dit, moi, je vais maintenant rétablir l'ordre et je vais supprimer cette révolte de Hutu. Il a donné, et même le chef Fizi, je l'ai vu sur place, ils étaient en train, et eux, ils tuaient pour tuer. Ils disaient, il faut couper la tête des Hutus parce que c'est eux. Donc, le Mwami. Et le Mwami n'a pas voulu, donc, écouter cela. Bon, très vite, nous avons, donc, moi, je suis resté quelques jours, mais donc, ça s'est passé, je pense, disons le mardi ou le mercredi, je suis allé à la résidence pour dire c'est la révolution Hutu là-bas, et on a envoyé donc des troupes.
le colonel Logis est arrivé le samedi 7, et parce qu'il était commandant des troupes au Congo. Le Congo était encore Congo belge. Oui, monsieur Jasper, avant d'arriver à l'action du colonel Logis, est-ce que vous pouvez parler un peu des violences, notamment, je sais qu'à Nyanza, vous étiez à Nyanza, il y avait le Sagautu qui a été maltraité et même torturé dans les locaux du Nyanza. Il y avait Sindibona qui a été tué à Gikongora. Il y avait Pole Mukwege. Est-ce que vous pouvez parler de cette théorie et comment ils se sont sordés et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je connais l'histoire, évidemment, mais je ne les ai pas vécues directement. Mais nous avons entendu ça. J'ai un rapport, d'ailleurs, à ce sujet qui a été établi par des gens qui ont vécu ça. Personnellement, donc, nous avons appris que chez le Mwami, on arrêtait les gens, les Hutus, et on les amenait à Libgami pour interrogatoire, etc. Personnellement, j'ai un souvenir de cela. Donc plus pénible, mais je le raconterai par la suite, lorsqu'on a tué le chef Hutu parmi Hutu ou Aprosoma au Burundi. Mais ça, je raconte ensuite. Mais j'ai été alors envoyé par le résident voir le Mwami que je connaissais bien, Kigeri, pour dire, mais Mwami, il faut arrêter cela. Vous n'avez pas le droit, vous, parce qu'il a rappelé les Ingabo, donc les armées qui existaient dans le temps de roi Bugiri. Et il a nommé d'ailleurs un frère de Banakwiri, un frère de Goussou, comme chef des armées, parce que leur père à eux, Nturo, avait été chef des armées de Rwabugiri et de Musinga, donc dans le passé. Et maintenant, le fils donc était nommé pour réprimer la révolte Hutu. Et l'instruction était de vous liquider les Hutus, surtout les leaders, etc. Donc voilà. Alors j'ai été dire au Mwami, le Logis m'a dit, bon, vous connaissez le Mwami, à lui dire que je viendrai demain lui parler et aller déjà annoncer et demander qu'il accepte à une réunion, veut dire une discussion, mais il faut le lui dire. J'y suis arrivé. Et donc à la résidence que je connaissais bien parce que c'était une maison régie des eaux que nous avions donc au territoire de Nyanza qu'on avait mis à sa disposition. Et là, dans la cour de cette maison ou le jardin avant, c'était plein de batois. Donc les batois qui étaient les exécuteurs des hautes œuvres. Mais aussi, ce qui m'avait fait de la peine, il y avait aussi un Hutu, son nom m'échappe maintenant, mais je connaissais bien, il était commis du territoire. Et je le connaissais, et moi j'étais tout de suite entouré de batois, j'étais tout seul, je n'avais pas d'armes avec moi, je devais les batois avec des lances et tout ça. Et je regardais, et il détournait la tête, alors que je le connaissais très bien, et voilà. Et je suis arrivé jusqu'à la maison, j'ai frappé fort sur la porte, malheureusement, donc je raconte des choses vraiment vécues, malheureusement, on ouvre la porte, et qui était cela? C'était un Tutsi de Kibuye, de Rubengera, que j'avais fait condamner quand j'étais administrateur faisant fonction Kibuye pour trafic d'or. Mais il était membre du conseil du pays. Et c'est lui qui ouvre et... Chez le Mwami. Chez le Mwami. Et il me voit et il claque la porte. Et, mais je mets le pied dans la porte. Et les batois qui voyaient qu'on me chassait, ils arrivaient vers moi. Ils ne me poussaient pas encore, mais enfin, ils étaient là, prêts. Alors, j'avais entrevu donc, le Mwami Kigeri, et j'ai crié « Mwami !» Et alors, Kigeri s'est manifesté, et il a fait comme ça. « Ouvrez la porte !» Et alors, j'ai pu entrer, parce qu'il me connaissait assez bien, et donc, voilà, j'ai dit, Mwami, qu'est-ce que c'est? Bon, mais j'étais... donc, alors, j'ai dit, voilà, je suis venu ici de la part du résident, dire, voilà, le pays est soulevé, mais il faut rétablir l'ordre, mais vous ne pouvez pas le faire, donc c'est l'administration belge qui va le faire, les militaires viennent, et nous allons vite régler. Non, je ne vais pas. Mais, donc, mais j'ai dit, voilà, il y a demain, le résident vient, et
pour discuter avec vous comment on va faire. Donc, vous êtes bien d'accord, il vient ici à Nyanza, et il disait oui. Et puis, il y avait Roukeba, le chef de l'UNAR, qui était là, et qui disait non. Alors, Kigeri le voit, il dit oui, mais bon, il changeait. Puis je dis oui, mais qu'est-ce qu'il faut? Enfin, bref. Et donc, pour vous dire. Et ça, le fait qu'il refusait l'intervention des militaires belges pour rétablir l'ordre, c'est parce qu'il voulait continuer de tuer les insurgés Hutus. Lui disait, vous allez protéger les Hutus, et alors, moi, je veux donc liquider ce mouvement. Et j'ai organisé mes Ingabo, et c'est nous qui allons. Mais j'ai su, à ce moment-là, qu'il y avait des gens qui étaient maltraités, des Hutus qui étaient arrêtés, qui étaient maltraités chez lui, dans les annexes, déjà à ce moment-là. Et j'ai eu plus tard des témoignages des gens qui y étaient. Voilà. Mais celui qui, comment est-ce qu'il s'appelle donc, je le vois devant moi, qui était là, que je connaissais bien, le commis en chef, il était candidat plus tard à la présidence. Il était aussi dans les mutualités chrétiennes, lui, à Nyanza, Hutu. Et donc, il détournait la tête. Alors, moi, j'étais un peu apeuré. Et je regardais, je me dis, je connais celui-là. Et il me détournait la tête. Et après, j'ai compris pourquoi. Lui-même était là parce qu'on voulait le tuer chez lui, comme Hutu. Et alors, il est allé se réfugier à Libgami. Et il a vu donc le Moami, et le Moami a dit, reste ici. Il dit, mais moi, je ne suis pas contre vous, je n'ai rien fait, mais on va me tuer, mais reste, attends ici. Donc, il n'osait pas me dire bonjour. À ce moment-là, lui-même était en danger, c'est ce que je n'avais pas compris. Enfin, voilà, je pourrais rappeler son nom. Mais voilà, donc ça, ce sont des événements sur place. Et plus tard, nous avons appris qu'un tel avait été tué, etc. Et de Jeanblin, alors, alors, le lendemain, donc Logis est allé là, je l'ai accompagné chez le Moami, et pour dire, écoutez, Moami, vous n'avez pas le droit, nous ne sommes pas d'accord, vos armées, non, c'est à nous, pouvoir de la tutelle, de rétablir l'ordre, et nous le ferons. Et nous comptons sur vous pour vous aider, etc. Oui, mais bon, le Moami, oui, mais enfin, vous êtes parti pris. Je dis, je ne suis pas parti de pris. J'ai discuté avec Logiste, d'ailleurs, dans la voiture, et pour lui, c'était simple. Là encore, c'est peut-être une chose à souligner. Logiste a dit, voilà, je suis venu ici pour rétablir l'ordre. Je demande, quelle est la situation? Bon, il y a un soulèvement Hutu. Maintenant, donc, les Hutus, ils sont calmés, parce que l'administration est venue, mais qui ne veut pas, c'est les Tutsis. Donc, je dois mettre les Tutsis dans l'impossibilité de continuer donc les attaques contre les gens. Donc ça, c'était la position pour moi, c'était très simple, trop simple, parce que justement, et ça il faut le souligner, pour moi, le Moami était encore le Moami, c'était le chef du pays. Et quand même, il fallait peut-être moyenner avec lui. Pour lui, il dit non, j'ai une mission, rétablir l'ordre, je rétablis l'ordre. Et si le Moami s'oppose à cela, eh bien, j'agis contre lui, ou en tout cas, bon, voilà. Et le Moami n'a pas voulu, donc il a dit, les Belges sont pour les Hutus. Mais alors je voudrais donc raconter un peu l'histoire du Hutu qui a été tué au Burundi. Si on revenait à parce que c'est un point, je trouve, qui méritait d'être souligné. L'histoire qui est enseignée maintenant, donc aux plus jeunes qui n'ont pas connu la révolution de 59, y compris moi aussi. Donc, vous avez commencé en disant que les Hutus, ils ont chassé les Tutsis de leurs biens sans violence, sans les tuer. Donc, ils n'ont pas tué. Il y a eu des violences, mais ils n'ont pas tué. Mais enfin, c'était pas... Non, il y a Matiko a été tué, etc. Bien sûr, il y a eu des violences. Mais enfin, le but était de chasser les Tutsis. Et donc, c'est ça. Donc, là où ils étaient, donc, l'autorité. Est-ce que la situation a dégénéré et de telle sorte qu'ils ont tué par après? Le but
Alors, la contre-révolution, si vous voulez, le rétablissement de l'ordre par le Mwami ou par Lunar, parce que Lunar contrôlait le Mwami et donnait des instructions, était de tuer. C'est eux, ils voulaient tuer. Ils disaient, il faut tuer les leaders Hutus. Voilà, c'est ça. Donc, Kayibanda ne voulait pas tuer. Les gens ne voulaient pas tuer. Ils disaient, voilà, on en a marre de ces autorités Tutsis qui nous dominent, qui ne reconnaissent pas nos droits, ne sont pas les égaux, etc. Donc on les chasse, puisque donc ils nous méprisent, etc. Et ils prennent nos propriétés. Mais le Lunar et le Mwami, ils ont dit, on va rétablir l'ordre à notre manière, c'est-à-dire couper la tête des Hutus qui veulent. C'est ça. Et c'est ce que Logis a dit, il n'en est pas question, c'est nous qui devons rétablir l'ordre, c'est notre responsabilité, on punira. Et ça, je veux le souligner aussi. Moi-même, quand je suis arrivé dans la nuit là, je voyais les Hutus, je n'étais pas du tout en danger, hein, j'étais tout seul, mais ils applaudissaient, ils disaient, et moi j'ai dit, l'État dit l'État. Maintenant, je suis là, c'est l'État qui est là. Maintenant, c'est fini. Vous ne tuez pas les gens, et voilà. On rétablit l'ordre, il faut le faire. Ils obéissaient. Mais les Tutsis, donc le lendemain, les jours après, eux, ils n'obéissaient jamais. Quand nous disions maintenant, rentrez chez vous, nous avons rétabli l'ordre, non. Parce que eux, ils nous menacent à nous-mêmes aussi. Donc, vous voyez donc cela. Mais sur place, moi, donc le lendemain, j'ai sauvé le chef Kashagaza et le juge qui était là, et c'est à la mission. Je les ai pris sous ma protection. Et il y avait des Hutus tout autour qui voulaient les attaquer ou les chasser définitivement. Moi, j'ai dit, vous ne touchez pas ces gens sous ma protection. Mais j'ai dit aux gens, voilà, vous avez mal fait, et voilà, l'autorité légale, c'est le chef. Le chef sera rétabli. Mais nous allons faire une enquête. Ceux qui ont mal fait, ou des injustices, ou qui ont blessé des gens, nous allons les juger. Ils seront jugés. Donc, c'était contre les Hutus à ce moment-là, parce que c'était le résident Prudhomme qui est venu donc dans l'après-midi ou le lendemain, mais je pensais même dans l'après-midi parce que je l'avais prévenu, c'est la révolution, il est venu et il a dit, et il a pris Gashagaza à côté de lui, il a dit, Gashagaza est le chef et il sera rétabli. Donc c'est pour vous dire qu'on n'était pas du tout avec les Hutus, au contraire, nous étions avec les Tutsis, moi aussi, avec l'autorité légale. Voyez-vous, même si on avait de la sympathie pour les Hutus, mais à ce moment-là, de dire non, nous sommes ici, c'est l'administration indirecte, ça on ne l'a pas dit, mais on a dit l'autorité légale, c'est les chefs et les sous-chefs, eh bien, nous les rétablissons et nous verrons ceux qui ont mal fait, etc., que ce soit Hutus ou Tutsis, ils seront punis, il y aura des jugements. Et il y a des Hutus qui ont été condamnés pour ces choses-là. Par le tribunal logiste, l'a signalé dans un rapport plus tard, je ne sais plus comment, etc., mais des Hutus qui ont été condamnés, des Tutsis aussi. Mais voyez-vous, les Tutsis n'ont pas accepté, ou les Tutsis, disons, lunars plutôt, ou les extrémistes, n'est-ce pas, ils ont dit non, nous allons terminer ça immédiatement. Mais c'est pas c'est donc le Mwami. Et les Hutus se sont défendus. Ils étaient mieux organisés. Kayibanda donc était protégé, mais comme Moyemoutkwa aussi, sa population donc était derrière lui et avec lui. Mais à ce moment-là, le problème, c'était que la masse était encore pro-Mwami, même s'ils étaient pas toujours contents de l'attitude des Tutsis ou disons de l'hégémonie des Tutsis, mais pour eux, ce qui comptait, c'était le Mwami. C'était donc la source de toute richesse, du bonheur, etc. Il n'y avait rien à faire. Et c'est disons donc le mérite des gens comme il n'y a pas seulement donc Kayibanda. C'est par exemple Claverenda Hayo que je connaissais, qui était donc à ce moment-là un juge, mais qui a été nommé à la place de Mfizi comme chef du Rukuma. Parce que Mfizi, que je connaissais bien, et que quand à le mariage de son fils, j'étais invité, et alors
le premier fils donc a été nommé Louis parce que, bon, par sympathie pour moi, mais j'estimais beaucoup Fizi, qui était un chef excellent, mais il a été obligé par l'Ibgami de monter avec une troupe pour attaquer le Ndiza, donc le jour. Et je l'ai rencontré, Fizi. Et d'ailleurs, j'ai témoigné en quelque sorte contre lui au tribunal parce qu'il a été arrêté, il a donc massacré avec... Et dans sa bande, il y avait des Hutus, hein, mais qui étaient obligés d'attaquer les Tutsis, donc révolutionnaires, comme on disait, du Ndiza. Les Tutsis et les Hutus. Il y avait Tutsis et Hutus, mais il y avait des Hutus qui étaient obligés, avec les troupes de Mfizi, donc d'aller attaquer d'autres Hutus. C'était dans l'Ingabo, je ne sais pas, c'est comme dans le temps, n'est-ce pas? Le Mohammed disait, allez-vous, et le Tutsi seigneur avec ses clients, il partait à la guerre, hein, avec ça. Et ici, donc ça a été rétabli à ce moment-là aussi, notamment par Fizi. Et là, je vous dirais, j'ai rencontré Fizi à ce moment-là, et j'ai rencontré, et j'ai dit, mais Fizi, oui, là, il y a des incidents, je vais les calmer. Je le connaissais très bien, je l'estimais, parce que j'ai le côté élite, Fizi, hein, le chef du Rukoma. Mais, donc, il a dit, oui, mais j'ai pas d'essence. Et moi, j'avais de l'essence, j'avais une Jeep à ce moment-là, parce que j'avais eu de renfort, et je lui donnais un bidon d'essence pour aller. Alors, il dit, mais il faut aller à Gatchurubeng, et là, c'est dangereux. Je suis allé à Gatchurubeng, il n'y avait rien. Et donc là, j'ai compris que lui m'a envoyé dans une fausse direction pour lui aller attaquer. Et après, j'ai appris que ça. Et donc, j'ai fait un rapport là-dessus, et j'ai été appelé au tribunal pour témoigner. Ce que j'avais constaté à ce moment-là, c'était contre lui. Ce qui m'a fait plaisir, parce qu'ils étaient retors, donc les gens. Mais quand moi je suis arrivé au tribunal, je pense que c'est l'ami qui était le juge là, tribunal, donc ils se sont levés d'un seul homme, par respect pour moi, en quelque sorte. J'étais leur administrateur, me faisait. Ça m'a touché, parce que je venais témoigner contre eux. Mais ils étaient forcés par l'Ibgami, donc peut-être qu'ils le faisaient volontiers, mais ils avaient reçu des ordres. Maintenant, montrez que vous êtes autorité, que vous êtes digne, il faut aller réprimer donc cette révolte des Hutus, qui s'est fait en quelque sorte, je dirais, contre nous. Parce que nous ne le savions pas. Moi, j'ai dit, donc voilà, vous serez punis pour ce que vous avez fait, et on fera donc des examens, des jugements. Bon, avant de continuer, est-ce que vous pouvez nous parler de l'action du colonel Logiste? Comment il a procédé pour rétablir la paix? En quelques mots. Logiste est arrivé donc le 7 novembre, je pense que c'est le samedi. Moi, le résident m'a rappelé d'une Ndiza la veille pour dire vous venez et votre adjoint également reprend donc la direction des opérations, donc de ramener le calme dans le Ndiza. Et donc je suis rentré et le résident Prudhomme, comme moi d'ailleurs, il a dit bon, le militaire, le colonel vient rétablir l'ordre. Il y aura des troupes d'ailleurs de paracommando belge qui viendront donc l'assister si c'est nécessaire, rétablir l'ordre. Maintenant, il ne connaît pas le Rwanda parce qu'il venait de Stanleyville où il était commandant donc de tout un secteur dont faisait partie le Rwanda et le Burundi pour, disons, la paix dans le territoire. Et Logiste, un homme très direct, et Prudhomme m'a dit, vous serez l'officier de liaison entre lui et moi. Donc j'ai été avec Prudhomme saluer Logiste à l'hôtel, il était avec son épouse, on m'a présenté, bon, et alors Logiste était très ouvert, et Logiste était, voilà, je suis venu ici, voilà, pour moi, en tant que militaire, l'affaire est simple. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission? Rétablir l'ordre. Bon, qui est-ce qui met en ordre le danger en ordre? C'est pas les Hutus, c'est les Tutsis.
puisque c'est le Moami qui dit que c'est lui qui va rétablir l'ordre, or que c'est moi qui dois le faire. Donc, je vais dire au Moami, non, vous ne pouvez pas, moi je vais le faire. Et donc, il m'a envoyé pour dire au Moami, demain il y a une réunion. Il est allé, donc, et le Moami a dit, non, je rétablis l'ordre, je ne vous fais pas confiance aux Belges, vous êtes avec les Hutus. Bon, c'était évidemment ce que disait, alors que c'était le contraire, parce que... Et donc, voilà. Donc, Logis dit, voilà, donc, voilà, on va limiter ça. Alors, donner instruction, notamment à l'administrateur de Nyanza, vous allez chez le Moami. Bon, alors, première chose, Moami, les Batois doivent disparaître. Vous êtes dit entouré de Batois, ce n'est pas nécessaire, les Batois doivent disparaître parce que nous savons, les Batois avaient tué, Harering avait tué, etc. Donc ça, nous ne pouvons pas l'admettre. Si vous êtes, oui, mais enfin, ma protection, ben, vous n'êtes pas en danger, et bien, pour votre protection, je vous mettrai des paracommandos belges. Comme ça, vous serez bien. Notre utilité est de dire, si on a des paracommandos belges, ça n'empêchera d'agir derrière notre dos, mais on lui disait à lui, puisque vous ne voulez pas que les Batois, parce que vous sentez en danger, alors vous n'êtes pas, on vous met c'est ce qu'on a fait. Donc on a dit, il va disparaître. Il ne voulait pas d'abord, mais enfin, finalement, il a dû le faire. Et là, on a commencé, donc l'administrateur est allé, il a trouvé donc derrière des je ne sais plus lequel, leader Hutu qui avait été maltraités, en tout cas frappés, etc. Donc torturés vraiment dans les annexes du Moami. Et le Moami le savait. Et il y avait des gens comme Roukeba et je ne sais pas si c'est Rwangoma, en tout cas, qui interrogeaient les gens. Il dit, ben, dites-nous qui est avec vous contre le Moami et contre le... Voilà, donc ça c'est... Et en 15 jours de temps, la paix était rétablie. La paix était rétablie. Hein, sauf qu'il y avait encore à gauche, à droite, des incidents donc, de gens. Mais je dis, la paix était rétablie. A commencé à ce moment-là les négociations pour l'évolution politique. On a dit, on a bien la preuve qu'il faut avancer dans la politique. Et on a dit, voilà, le Moami qui est sous la coupe d'un parti, ça ne peut pas durer. Nous devons créer auprès du Moami ce que l'ONU veut, un conseil constitutionnel. Oui, monsieur Jasper, je voudrais qu'on parle un peu après la Révolution. Oui. Il y a eu un tribunal qui a condamné les fauteurs de troubles. Ils étaient Tahutu que Tutsi, ce qui est une mérite, parce que quand on voit le tribunal d'Arusha, par exemple, alors qu'il y avait deux parties, il n'a condamné qu'une partie. Mais le mérite de ce tribunal, je crois que vous en faisiez partie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qui a été condamné et comment et en quelles circonstances? Non, je ne faisais pas partie du tribunal. Hein, donc, c'était un lieutenant-colonel qui était président du tribunal. C'était un tribunal militaire. On a donc parce qu'il y avait donc des fêtes, disons, de guerre. Donc là-bas, tribunal militaire. Un ami a été nommé là, c'était l'ami, qui était un ami à moi, qui a été nommé, et il a, puis c'est le tribunal de guerre, il a reçu comme président également du tribunal, parce qu'il y avait donc un président et 2 ou 3 vice-présidents. Pedro était également vice-président. Pedro était le commandant de la force publique rwandaise, donc à Kigali. Donc c'était un capitaine, commandant, il était commandant, au major, je pense même. Pedro, il a été nommé également, le colonel Van Lierde, donc président, et alors l'ami Milo, qui était donc un magistrat, donc là-bas, a été nommé également avec le grade de colonel aussi, je pense. Et donc on a rigolé à ce moment-là parce qu'il était très fier, il était en même temps colonel, et bon, etc. Mais non, j'ai été témoin. Moi, j'ai été nommé, mais déjà avant, j'étais juge au tribunal du Moami. Mais ça, c'est autre chose, qui était un tribunal civil. Mais quand même, peut-être là, pour dire un mot là-dessus, le tribunal du Moami. Et alors, à un moment donné, donc, je dois dire, en territoire d'Assoulo, il y avait donc Joseph Kitera, dont on parle peut-être après, était très actif également. Il avait créé la Prosoma. Et à un moment donné, il y avait
des Hutus qui étaient dans ce parti et qui travaillaient pour ce parti et qui avaient été condamnés par le tribunal des territoires. Sans doute que le juge était Tutsi, si je ne me souviens pas, mais je sais qu'ils avaient été condamnés parce qu'ils avaient adhéré à ce parti qui était soi-disant le parti contre le Mwami. Et ils sont allés en appel et j'ai dû juger moi, en tant que juge au tribunal du Mans, parce que l'appel du territoire était donc chez le Mwami. Et j'ai été juge au tribunal du Mwami parce que, de droit, le résident du Rwanda était président du tribunal supérieur du pays du Mwami. Et comme il ne pouvait pas l'exercer, son adjoint était nommé à sa place. Mais enfin, donc j'étais juge au tribunal donc, du Mwami et j'ai dû juger cette condamnation en appel. Et ce que je veux dire, à ce moment-là, ça doit être fin octobre 59, la date je l'ai quelque part, Guitera est venu avec une centaine de Hutus, de suivants, au tribunal. À Astrida, mais de façon pacifique. Mais enfin, pour faire pression quand même, pour dire, écoutez, nous... Et je me souviens que moi, j'ai cassé le jugement en disant, actuellement, il y a des gens dans l'UNAR, il y a des gens, voilà, donc non, ils sont libres, donc... et alors, bon... ils n'avaient rien dit contre, mais enfin, ils étaient là pour faire masse, et donc ils ont applaudi parce que donc leurs gens. Mais ça, c'est un peu donc autre chose que le tribunal militaire. Oui, je voudrais encore vous poser une question de curiosité. Monsieur Rukeba, il était quel type d'homme, si vous devriez le qualifier, Monsieur Rukeba? Parce que j'ai vu qu'il a joué un grand rôle. D'abord, il était dans l'UNAR, on dit qu'il était Hutu. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me parler de lui? Moi, je ne peux pas dire qu'il était Hutu, il n'était pas très grand donc là-bas, mais je ne sais pas. C'était un commerçant qui avait été condamné déjà pour détournement de fonds dans le temps, mais il s'est imposé donc au sein du parti de l'UNAR, le parti du Mwami, et j'ai eu quelques entretiens avec lui, notamment, je dirais, quand nous avons dit qu'auprès du Mwami, il faut maintenant créer un conseil, le conseil constitutionnel, et de faire de Mwami ce qu'il avait promis de faire quand il a accédé au trône du Rwanda. Il avait promis d'être un Mwami constitutionnel. C'était déjà aussi donc, vers la démocratie, etc., qu'on devait un Mwami constitutionnel. Et donc, on va créer un conseil constitutionnel auprès du Mwami qui sera un peu comme un conseil des ministres, mais qui prépare les lois et que le Mwami signe alors pour que bon. Et oui, mais comment est-ce qu'on va faire? Alors Logiste avait donc réfléchi, il avait discuté avec des personnes, et il a dit eh bien, il y a 4 partis au Rwanda, ça c'est au mois de novembre 59, et après 4 partis, c'est le Parmi Hutu, c'est le Aprosoma côté Hutu, c'est le Rader qui était Tutsi, parce qu'il n'y avait plus de Hutu dedans, peut-être un, mais... Et alors, l'UNAR. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'il y a 2 partis Hutu et 2 partis Tutsi, nous allons nommer, faire nommer par chacun des partis une proposition de 3 membres. Donc, ça fait 12 membres, Conseil constitutionnel. Et avec Logiste, donc j'ai assisté aux discussions avec notamment Kayibanda, donc sans problème. Kayibanda est tel, avec Makusa d'ailleurs, je me souviens, Kayibanda, avec Rukeba. Ça a été très difficile parce que Rukeba a dit oui, mais donc pourquoi? Mais le Logiste a dit mais non, ça n'est pas contre les Tutsis ni contre les Hutus ou pour les Hutus. Au contraire, vous avez encore l'avantage parce que vous aurez les partis Hutus alors qu'ils sont majorité dans le pays, mais ils auront 2 fois 3 délégués, et vous aussi, les partis Tutsis aussi. Donc voilà. Donc, mais il y aura donc 3 de chez vous, 3 de chez Kayibanda, 3 du Rader et 3 de l'UNAR, donc 3 de vous. Et bon, oui, bon,
voilà, donc, alors, mais il faut me donner les noms parce qu'on doit avancer vite. Il dit, oui, mais il y en a un qui signe, d'autres, je dois les consulter, mon comité. Bon, oui, combien? Ben, il y en a 6 que je dois consulter, parmi lesquels on va donc choisir les 3. Bon, très bien. Mais Logis devait partir. Il a dit, ben, écoutez, réglez ça, Monsieur Jaspers est ici, et il va le faire venir ici. Donc, voyez. Alors, j'ai continué à discuter. Et alors, dès que Logis est parti, il change. Il dit, non, il en faut 22. Mais j'ai dit, mais on ne peut pas d'ici demain. Moi, je ne peux pas vous faire venir 22 personnes de tout le Rwanda. On avait dit 6 au maximum, mais 22. Ah non, il faut 22, sinon rien. Mais j'ai dit, voilà. Donc c'était ça, de l'opposition, il ne voulait pas. Alors, avec Gitera, on a discuté, et ça, Gitera était avec Munyangaju, qui était, Alois Munyangaju, qui était donc de la Prosoma, qui était un homme, je dirais, plus pondéré que Gitera. Et là, on a dit, bon, les 3, oui. Et Gitera a dit, oui, mais moi je suis président de parti, je trouve que ce n'est pas à moi, dans le conseil, je dois superviser ça. Donc, et c'est Munyangaju et 2 autres. Mais Munyangaju était donc dans le conseil constitutionnel. Bon, voilà, on a fait ces propositions mais le Moami n'a pas voulu. Le Moami, Gitera a dit non, je ne vais pas, je n'ai pas besoin, et puis c'est pas... Voilà, donc... Vous aurez remarqué que dans son intervention, Louis Jaspers a parlé de ce monsieur qui, quand Jaspers a voulu entrer chez le roi Kigeli, le type allait lui fermer la porte au nez, et il a dû insister pour qu'il entre dans la salle. Et bien ce monsieur, il s'appelle Boutouatoua. Jaspers m'a précisé que il avait été condamné par sa décision. Parce qu'il avait été attrapé dans la fraude des pierres précieuses. Il m'a encore précisé que l'autre monsieur qui se disait venir chercher refuge chez le roi, il s'appelle monsieur Augustin Rugiramassasu. Augustin Rugiramassasu était responsable des mutualités socialistes. Donc, dans l'interview, il précise que ce monsieur était venu chercher refuge chez le roi parce qu'il était persécuté. Voilà, chers amis éditeurs, chers amis auditeurs, bonne soirée et à la prochaine, parce que nous vous réservons une seconde partie de l'interview de monsieur Louis Jaspers.